Hello, bienvenue dans ce live, je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui? On est le 31 décembre 2022, c'est le dernier jour de l'année. Ça y est, on peut considérer que 2022 est terminé. Et tout au long de ce défi qu'on a fait ensemble, on est revenu sur 2022, puis on a décidé ce qui était vraiment important pour toi en 2023. Donc je vais vous laisser un peu arriver. Je suis désolée, je suis toujours malade là. D'ailleurs, voilà, avant de commencer à prendre vos questions, donc j'ai reçu pas mal de questions. Donc je vais essayer d'en traiter le plus possible. Évidemment, vous pouvez me poser vos questions en direct sous cette vidéo. Pardon, j'ai vraiment le nez qui chatouille. Si vous regardez ce live, je suis vraiment désolée, j'espère que je vais pas trop être irritée pendant notre live d'aujourd'hui. Si vous regardez ce live après en replay et que vous avez envie de me poser des questions concernant le Dharma Défi, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre toutes les questions que vous avez, à les mettre sous ce live-là, ou sur Instagram, ou sur YouTube, pour que je puisse venir répondre. Hello ma belle Mela, bienvenue dans ce live. Et voilà, et avant de commencer à répondre à vos questions, du coup, je dois vous dire quelque chose qui est comme assez important, qui a été un vrai apprentissage pour moi de faire ce défi avec vous. Bon, vous le savez, je fais des lives, du coup, je crois qu'on est rendu au 100, je sais plus si c'est 143 ou 153e live. Mais en tout cas, voilà, ça fait plus de 100 fois que je viens en live avec vous. Et cette fin d'année, là, ça a été très challengeant pour moi parce que j'ai été malade. En fait, j'ai vraiment enchaîné une espèce de Covid, une espèce de grippe, puis une espèce de gastro. Donc voilà, ça a été vraiment très challengeant, et surtout sur les derniers jours. Parce que ces derniers jours, honnêtement, là, je dois vous dire que la seule chose que je faisais de ma journée, en dehors d'aller au repas de famille, choses comme ça, c'était vraiment de faire ce live avec vous. Et du coup, j'ai appris que peu importe à quel point on pouvait être malade ou autre, on pouvait toujours... Enfin, en tout cas, moi, Sandrine, j'ai appris à venir en live, même quand c'était difficile pour moi, et à faire en sorte que ce soit quelque chose de fluide, de léger, agréable, parce qu'à chaque fois que je suis en live avec vous, c'est comme... c'est ma place en fait, c'est là que je suis censée être, et c'est là que je fais le plus de contributions dans ce monde. Donc, merci d'avoir regardé tous ces lives avec moi, merci de m'avoir soutenue, et on va essayer de clôturer ce live sans que je tousse trop, choses comme ça. Ok, on va commencer du coup avec les questions que j'ai reçues dans le questionnaire que j'ai posé, que je vous ai envoyé par mail. Et donc la première question, c'est Aurélie. J'ai fait, je pense, l'exercice de la magie des 20, puis j'ai trouvé 15 actions sur 20, c'est déjà pas mal, et je vois bien les obstacles. 80% du temps, c'est j'ai peur. Ok. Bienvenue avec ça. Tu n'es pas la seule déjà, c'est normal. C'est pas grave, c'est le mode de fonctionnement normal du cerveau. Quand on se fixe des objectifs, ça veut dire qu'on va sortir de notre zone de confort. Si c'est un objectif, c'est forcément quelque chose que l'on n'a pas vécu, ou que l'on désire expérimenter. Donc, c'est forcément de l'inconnu. Donc, ça implique que l'on sort de notre zone de confort. Et comme je vous l'ai déjà dit à peu près 1 milliard de fois depuis que vous me suivez, l'objectif de notre cerveau, c'est pas de nous permettre d'être heureux, c'est vraiment de nous permettre de rester en vie. Et là où on est, qu'on ait les objectifs que l'on veut, les résultats que l'on veut, tout ce que l'on souhaite dans ce monde, on est en vie. On respire, on est en vie. Pour notre cerveau, il a gagné. Mais par contre, si on commence à se fixer des objectifs en dehors de ce que l'on vit là, ici et maintenant, potentiellement, on peut ne plus être en vie. Donc, c'est pour ça qu'on va ressentir de la peur à chaque fois qu'on veut sortir de notre zone de confort, aller vers l'inconfort. La peur de l'inconnu, la peur de l'imperfection, la peur de prendre la mauvaise décision, la peur du changement, la peur de l'échec, la peur de la réussite. Tout ça, c'est des peurs qui sont humaines, qui sont normales. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, nous y sommes tous confrontés. Donc déjà, la première chose, c'est de prendre conscience que tu n'es pas la seule à avoir peur de réaliser tes projets, tes rêves et tes objectifs. C'est le passage normal. Ça veut pas dire que tu dois pas le faire, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui se disent que oui, mais on m'a dit que si c'était ma mission de vie, ça devait être facile et fluide, et voilà, et ça devrait se passer tout seul. Ça, c'est complètement faux. Et ça veut pas dire non plus que il faut pas agir quand on a peur. Ça, j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, non, si t'as peur, n'agis pas parce que tu n'envoies pas les bonnes vibrations dans l'univers. Oui et non. Donc en fait, ce que je vais t'inviter à faire plutôt,
c'est déjà premièrement, là, grâce à l'exercice, la magie des 20 et la colonne des obstacles, tu as pu prendre conscience que, en fait, réaliser les objectifs que tu as mis, ça allait te faire peur. Donc, tu as déjà mis de la conscience. Et tu le sais maintenant, à force de regarder mes lives, plus tu mets de la conscience sur peu importe en fait ce qui se passe, par exemple là, tes blocages, plus tu crées du changement. Il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Donc déjà, tu as validé la première étape, donc félicitations à toi. Ensuite, quand on se retrouve face à une peur, on se dit « Oh là là, j'ai peur ». Ok. Donc Sandrine m'a dit qu'il y avait 2 peurs archaïques du cerveau humain. La peur de tomber et la peur quand il y a un bruit fort d'un coup, comme une porte qui claque. Est-ce que je suis dans une de ces situations-là? Oui ou non? Non. Ok. Est-ce que je suis en danger immédiat? Non. Ok. Donc, ça veut dire que c'est une peur illusoire de mon cerveau, c'est-à-dire que c'est mon cerveau qui crée cette peur pour me maintenir en vie. Et donc, je vais pouvoir traverser cette peur, je suis capable de traverser cette peur. Donc, je vais aller ressentir la peur que j'ai à l'intérieur de moi, je vais m'y connecter, je vais me dire, ok, de quoi j'ai peur? J'ai peur qu'il se fasse ça. Vous pouvez même aller à l'encontre de ce que vous enseigne le développement personnel et la spiritualité, c'est-à-dire faire grandir votre peur au maximum. Mais vraiment jusqu'à aller au contact au point de oh mon Dieu, si ça se passe ça, vraiment, ça va pas bien se passer. Et quand vous êtes en contact avec ça, hello Fred, bienvenue dans ce live. Quand vous êtes en contact avec ça, la question que vous allez vous poser, c'est ok, même si cette situation, la pire des situations du monde, venait à arriver, est-ce que je survivrais? Et dans 99% des cas, la réponse est oui. Et dans 1% des cas, votre cerveau va vous faire croire que vous allez mourir. Genre, bah oui, si je suis abandonnée, c'est sûr que je vais mourir. Non. Non, c'est pas sûr que tu vas mourir, mais on va traiter la peur différemment. Donc là, je vous donne comment est-ce qu'on traite la peur dans 99% des cas, quand vous prenez conscience que même si vous empirez la situation au maximum par rapport à cette peur, en fait, vous allez survivre. Ça vous permet de passer de votre système reptilien, on va dire, quoi, le cerveau archaïque qui veut vous maintenir en vie, qui est rattaché à tous les mécanismes de survie, au système limbique. Quand vous êtes dans le système limbique, du coup, on va pouvoir gérer la peur. On va pouvoir commencer à la nuancer et commencer à créer du mouvement plutôt que d'être dans les 3 réponses automatiques à la peur, au stress, choses comme ça, qui sont l'évitement, donc la fuite, le combat et le fait d'être bloqué, d'être figé. Qu'on va sortir de ces 3 comportements qui sont réactionnels dès lors qu'on bascule dans le système limbique. Et dans le système limbique, on va aller naviguer cette peur et on va voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre cerveau se sente en sécurité pendant qu'on passe à l'action pour réaliser nos rêves. Donc ça, c'est ce que je t'invite à faire. Et ensuite, dans ta colonne, donc là, tu ne l'as pas noté, donc je ne sais pas si tu as rempli aussi la colonne des ressources. Une fois que tu as traité ta peur, en fait, que tu es vraiment allé au contact avec ça, parce que la pire des idées quand on est en train de vivre une peur, c'est de la mettre sur le tapis, de faire l'autruche et de ne pas regarder ce que ça signifie pour nous. Parce que dans ce cas-là, c'est comme toujours une peur qui est latente et c'est toujours une peur qui va nous limiter. À chaque fois qu'on va vouloir passer à l'action, on va se dire « Ah non, c'est vraiment le moment idéal d'aller récurer la salle de bain avec la brosse à dents. » Ou « Non, là, c'est vraiment le moment idéal pour appeler telle personne que j'ai pas appelée depuis longtemps. » Non. Là, c'est le moment idéal de mettre dans ce monde une action pour te rapprocher de ton rêve. Pardon. Attendez, je vais juste essayer d'envoyer un message à mon chéri pour qu'il me monte de l'eau parce que j'ai super mal à la gorge. Pardon. Je vais faire un petit message. Est-ce que j'ai accès à mon ordi? Oui, pardon. Je vais continuer juste après. Désolée, mais sinon je vais tousser pendant tout le live. Et ça va pas être agréable. Ah, ils m'ont entendu en bas, trop mignon. Merci beaucoup. Merci. Ah, je les adore, ils sont exceptionnels, mes amis. Ok. Où sont vos questions maintenant? Parce que du coup, j'avais l'écran, voilà, en split. Tac. Allez, on est reparti. Donc, j'en étais où par rapport à la peur? Tac. Oula, j'ai des questions qui arrivent en fait en même temps. Donc, où était ma question à laquelle je répondais? Ok, je l'ai. Donc, je suis désolée, il y a juste mon chéri qui va arriver pour me donner de l'eau. Merci mon cœur. Je suis désolée, j'aurais dû en prendre plus. J'ai trop mal à la gorge. Merci mon amour. Pardon. Ok, j'espère que ça va aller et qu'on va pouvoir continuer notre live. Donc, la peur. Tac, j'ai peur.
Ok, donc mon message en fait, parce que je sais plus où j'en étais, mon message pour clôturer sur ça, c'est juste de prendre conscience que la peur, elle est normale. C'est vraiment juste un processus normal dès lors que vous voulez sortir de votre zone de confort, que vous voulez vous réaliser, que vous voulez aller expérimenter des choses que vous avez jamais vécues, que vous voulez vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour, que vous voulez, je sais pas, vous lancer dans la rénovation d'une maison, que vous voulez acheter une nouvelle voiture et peut-être vous avez jamais acheté de voiture vous-même, peut-être que c'est toujours votre père ou votre ex qui vous a acheté une voiture, enfin bref. Et vraiment de faire toutes ces démarches tout seul, là c'est normal quand c'est la première fois que ça fasse peur. Mais ne vous laissez pas arrêter par la peur. Il y a un livre qui s'appelle Trembler mais oser, et c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'aller connecter avec cette peur que vous ressentez à l'intérieur de vous et de pas la laisser vous envahir complètement, mais plutôt de réussir à naviguer avec cette peur pour pouvoir faire l'action qui va vraiment vous permettre de vous réaliser. Ensuite, on avait une autre question, c'est comment décider, donc c'est Elsa, comment décider de ce que l'on veut pour 2023 quand on ne sait pas ce que l'on veut et qu'on ne sait pas ce qu'on désire. Ok, ça c'est une question qui m'arrive en fait beaucoup plus souvent que ce que vous pouvez imaginer. Parce que je sais le monde dans lequel on vit. En fait, dans le monde dans lequel on vit, ce que l'on voit en permanence, c'est des gens qui se réalisent, des gens qui font des avant-après dans leur maison, des gens qui vont à la salle de sport, des gens qui voyagent, des gens qui font plein de choses, parce que sur les réseaux sociaux, on met en valeur, en avantage ce que l'on fait dans notre vie. Comment est-ce qu'on se réalise dans notre vie? Et on montre pas tous ces moments où on doute, où on se pose un milliard de questions à savoir, ok, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis une bonne maman? Toutes ces choses-là, on les partage pas en général sur les réseaux sociaux. Donc, cette croyance que, par exemple, tu es la seule à ne pas savoir ce que tu désires, c'est faux. Là, il y a tellement de gens. Et tu sais, il y a énormément, je sais pas si c'est ton cas parce que tu l'as pas précisé dans le questionnaire, mais ça arrive très souvent aux personnes qui se sont lancées dans leur vie adulte, ont fait des études pour avoir un job, ont eu le premier job, ont décidé de rencontrer la bonne personne pour se marier. Elles se sont mariées, elles ont eu des enfants. Les enfants ont grandi, il a fallu comme payer les études aux enfants, etc. Les enfants deviennent indépendants. Et d'un coup, ces personnes-là, souvent plus les femmes que les hommes, vont se dire mais attends, mais je sais même pas ce que je veux. Je regarde des lives sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur la psychologie, peu importe, et tout le monde dit il faut décider ce qu'on désire, de ce qu'on veut désirer, ce qu'on veut manifester dans ce monde. Qu'est-ce que je désire? Et les personnes se disent mais moi je ne sais pas ce que je désire. Et c'est normal si c'est pas une question que tu t'es posée régulièrement. Quand j'ai démarré toute cette transformation-là, je savais pas non plus ce que je désirais parce que j'étais tellement conditionnée parce que m'avait transmis ma famille, mon entourage, mon environnement, que du coup j'avais passé les 20 premières années de ma vie à correspondre à ce qu'attendaient les gens de moi pour être une bonne personne, tu vois. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me poser cette question en boucle, et je vous en ai déjà parlé 1000 fois, et cette question c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Et au début, j'avais pas de réponse à ça, et je me rappelle, c'était quand même assez angoissant de me dire mais je sais même pas ce que je veux vraiment. Donc, si tu traverses ça, sache que je comprends. Et la première chose à faire, ça va vraiment être d'aller connecter avec ça et de commencer à te faire, comme on a parlé hier de la to-do list, donc de te faire une to-do list des choses que tu aimes faire. Commence avec les choses que tu aimes faire. Un des premiers exercices que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'écrire 100 choses que j'aimais faire. Et du coup, j'ai écrit j'aime faire nanana, j'aime faire nanana, j'aime faire nanana, tu vois. J'avais même mis, je me rappelle, j'aime faire de la balançoire. Tu vois, tu fais la liste de toutes ces choses que tu aimes faire. Et, pardon, décidément, tu fais cette liste de toutes les choses que tu aimes faire et tu vas voir que au début, ça va être difficile parce que tu as tellement l'habitude d'être parfaite, en tout cas de correspondre à ce que tu crois, à quoi ça correspond d'être parfaite, de faire plaisir aux autres, de toujours faire passer les autres avant toi, que du coup, tu t'es jamais posé cette question-là. Donc, au début, ça peut être un peu inconfortable. Et en fait, petit à petit, tu peux même essayer des choses. Tu peux demander à tes amis, ok, qu'est-ce que t'aimes faire? C'est quoi tes désirs? C'est quoi tes rêves? Et du coup, commencer à essayer de voir si ça te correspondrait. Tu vois, par exemple, un des trucs que moi j'aime faire, mais je suis pas sûre que toutes mes amies aiment faire ça. Moi, après, je pense que quand même, si, comme j'adore aller au spa, j'adore faire des masques, j'adore prendre des bains. Toutes ces choses-là, tu commences d'abord à savoir qu'est-ce que tu aimes. Et en fait, plus tu vas savoir ce que tu aimes, plus ça va être facile de découvrir ce que tu désires vraiment. Pas quelque chose qui est lié à la société et à ce que la société elle attend de nous, mais quelque chose qui vient vraiment du plus profond de ton cœur. Et
quand on parle de la notion du dharma, tu vois, en réalité, ces choses-là, on les a déjà à l'intérieur de nous, mais depuis toujours. C'est comme si la vie nous avait préparés pour le moment où on allait se poser cette question. Donc juste, fais confiance au processus, fais confiance qu'à un moment donné, tu vas te dire « Ah, j'aimerais trop ça. » Ok, t'aimerais trop ça, bah ça, c'est un désir. Et donc, à partir de ce moment-là, tu sais ce que tu désires. Ensuite, on a une question... Alors, attends, j'ai un peu peur de mal prononcer. Anora. Ouais, bon, bref. Anora Noah. Excuse-moi si j'écorche ton prénom. Comment planifier ses objectifs pour 2023 ? Ok. Donc, je vais partager avec toi, avec vous, comment je planifie mes objectifs. Premièrement, je choisis que 3 gros objectifs par an. Parce que au-delà, de toute façon, c'est comme, je préfère en avoir 3 et en faire 3 et arriver à la fin de l'année et me dire, ok, j'en ai fait 3, plutôt qu'en avoir 4 et en faire 0 parce que ça dilue trop la charge mentale. Dans Dharmasana, j'ai partagé un tableau qui montre que plus on a de projets en même temps, plus le fait qu'on passe d'un projet à un autre fait qu'à chaque fois on a des pertes, on a 10%, 20%, 30%. Plus on a de projets, plus on a de pertes en termes de focus, d'énergie et de temps. Donc du coup, l'idéal, c'est de faire un projet par trimestre. Donc admettons que tu aies choisi 3 objectifs, tu me les as pas mis là, donc je vais en prendre 3 au hasard. Admettons que tu aies décidé, je vais prendre 3 objectifs différents, de rénover ta maison, premier objectif, de lancer un programme de formation en ligne, deuxième objectif, et de perdre 5 kilos d'ici le 30 juin 2023. Pour chacun de ces objectifs, moi là, il y en a 2 qui sont dans la vie privée, un dans la vie pro. Mais ce que tu fais, c'est que tu peux mener de front un objectif pro et un objectif perso. Tu peux même mener 2 objectifs perso et un objectif pro, mais assure-toi de ne pas être au-delà de 3, parce que sinon, vraiment, tu perds plus d'énergie dans la transition d'un projet à l'autre, et plus tu es capable de mettre ton focus sur un objectif que tu veux vraiment atteindre, plus tu vas avoir de puissance et de force dans cet objectif-là, et plus l'effet cumulé va arriver plus vite aussi, parce que forcément, tu as plus de temps pour faire ça. Mais ce qu'on fait, en fait, c'est que quand on projette à 1 an, on a l'impression qu'on est capable de visualiser dans 1 an. En réalité, notre cerveau, il est capable de se projeter à 3 mois. Donc, c'est hyper intéressant quand on veut planifier des choses, notamment dans l'entreprise, de diviser son grand projet sur l'année. Par exemple, si tu veux rénover ta maison, ok, qu'est-ce que tu peux faire le premier trimestre ? Est-ce que le premier trimestre, tu peux t'occuper de faire la cuisine, ou t'occuper de refaire la salle de bain, ou t'occuper de j'en sais rien. Mais en tout cas, de diviser le gros projet, refaire toute la maison, par un truc que tu vas faire pendant les 3 mois, que tu vas te fixer comme objectif pour 3 mois. Si tu veux perdre du poids, tu vas faire la même chose. Tu vas te dire, ok, si je veux avoir perdu 5 kilos pour le 30 juin, ok, ça représente à peu près 1 kilo par mois. Et ben du coup, tu vas calculer par exemple tes calories, puis tu vas t'assurer d'avoir un déficit qui te permet de perdre 1 kilo par mois, par exemple. Ou peut-être un peu plus parce que tu vas avoir des anniversaires, des fêtes, des machins, et que tu sais que tu vas boire un peu d'alcool et un petit peu grossir. Ou alors tu vas planifier de te mettre au sport. Et dans ce cas-là, tu vas définir combien de fois par semaine tu vas aller au sport. En tout cas, il y a 2 manières de planifier. Soit c'est des objectifs privés, et peut-être par exemple te dire, oui, mais je voudrais me sentir plus confiante. Tu vois, par exemple, te sentir plus confiante, c'est pas un objectif qui est précis. La première chose que tu peux faire, c'est te dire, ok, c'est quoi pour moi le 10 sur 10 en confiance en soi ? Donc tu vas le définir. Vraiment à l'écrit, prends le temps de définir ce que c'est. Et ensuite, tu vas te demander de 0 à 10 où est-ce que j'en suis par rapport à cet objectif. Et tu vas te dire, je sais pas, je suis à 7 sur 10. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est la question que tu vas te poser après. Pour passer de 7 à 8. Et tu vas faire la liste de 5 choses et tu peux en prendre 2 complètement farfelues. Le fait de mettre complètement farfelu, ça permet à ton cerveau de basculer dans la créativité. Donc tu vas prendre ces 5 choses, tu vas choisir celle qui te paraît la plus simple à mettre en place et tu vas la mettre en place. Donc ça, c'est une première façon de gérer un objectif qui n'est pas précis. La deuxième façon de gérer un objectif qui n'est pas précis, c'est de te dire, ok, ça ressemblerait à quoi si tu étais plus confiante ? Et tu vas mettre par exemple 3 adjectifs. Et tu vas te demander qu'est-ce qu'elle ferait cette personne qui se sent plus confiante au quotidien, qui entretient son niveau de confiance. Ça, c'est une autre façon de travailler un objectif qui est imprécis. Maintenant, si ton objectif, c'est un certain nombre de chiffres d'affaires ou le fait de lancer un programme, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la liste de toutes les actions auxquelles tu penses. Et là, tu peux vraiment prendre ton temps sur 1 semaine ou 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, tu prends tes actions, tu les regroupes par groupe. Par exemple, toutes tes actions marketing, toutes tes actions de vente, toutes tes actions de communication, ou alors dans l'ordre chronologique, il serait logique que tu fasses les choses, et tu mets ces actions dans ton calendrier. Et moi, ce que je fais quand je fais des plans d'action pour moi ou pour mes clientes, c'est que je ne mets pas plus de 3 actions par semaine.
Parce que en plus des objectifs que l'on a, on a déjà notre entreprise qui tourne, on a déjà nos clientes à s'occuper, ou par rapport à l'objectif qu'on a de rénover notre maison, on a peut-être déjà notre travail, on a déjà nos enfants, on a déjà nos activités et nos loisirs à l'extérieur. Et donc du coup, se mettre comme 10 actions, 15 actions par semaine et n'en faire que 3 pour se culpabiliser à la fin de la semaine en disant qu'on est vraiment nul et qu'on n'y arrivera jamais, ça vaut vraiment pas le coup. Alors que 3 actions, je pense qu'on est tous capables de mettre 3 actions dans la direction de ce qui nous intéresse, ce qui nous plaît, ce qui nous motive et ce qu'on a envie d'atteindre en 2023. Je crois qu'on est vraiment tous capables. Donc, voilà comment je planifie mes objectifs. Chaque semaine, dans mon plan d'action, et c'est pareil, les plans d'action, là, je fais pas des trucs de fou. C'est comme un tableau avec écrit semaine, par exemple, semaine 1, 3 actions, semaine 2, 3 actions, semaine 3, 3 actions. Si j'ai 3 projets en même temps, je vais avoir une colonne projet 1, une colonne projet 2, une colonne projet 3. Point. Et 3 actions par semaine. Et ensuite, chaque semaine, je vais me demander, ok, quelles sont les 3 actions que je dois mettre en place dans cette semaine. Et tu peux faire un bilan, par exemple, tous les mois. On l'a vu dans le live numéro 4, on a parlé du cycle féminin. Et tu peux, à chaque fois que tu as tes règles, te demander, ok, comment s'est passé le mois? Est-ce que tu as atteint tes objectifs ou pas? Est-ce que tu te retrouves fatigué à la fin du mois? Ou est-ce qu'au contraire, ça va? Est-ce que tu aurais pu travailler un petit peu plus finalement que ce que tu t'étais noté? Ou est-ce qu'au contraire, tu as trop travaillé, ce qui fait que tu es trop fatigué? Tu vois, tu peux ajuster comme ça tout au long du mois. Mais ce que je te conseillerais du coup pour atteindre tes objectifs en 2023, c'est vraiment de découper tes projets sur un trimestre. Parce que ton cerveau, il a la possibilité de projeter à 3 mois le résultat que tu vas obtenir et du coup de t'aider dans la réalisation et l'accomplissement de ton objectif. Maintenant, quoi faire si notre entourage ne nous soutient pas? Donc ça, c'est une question de Maïté. C'est une vaste question parce que je crois qu'on doit, tous autant qu'on est, comprendre quelque chose. Premièrement, si vous me suivez, c'est que vous êtes familier avec le développement personnel, avec la spiritualité et probablement aussi avec la notion de dharma. Et si vous n'êtes pas familier avec la notion de dharma, le dharma, c'est ce qu'on est vraiment venu faire dans ce monde. C'est comme un peu, je caricature un peu, mais ça serait comme le but de notre âme, ce qu'on est venu vivre. D'accord? Donc, si on est tous des êtres uniques dans cet univers et qu'on a tous notre couleur à apporter à ce monde, forcément, notre dharma, il est différent du dharma de nos meilleurs amis, du dharma de nos parents, du dharma de notre voisine, du dharma de nos enseignants, du dharma de tout le monde en fait. Il est unique. Donc ça veut dire que pour se réaliser pleinement, quel que soit l'objectif qu'on a envie de faire, très souvent, comme c'est à nous de mettre notre couleur dans le monde, on va se confronter au fait que les gens vont se dire qu'on est complètement fou d'avoir cet objectif-là. Parce que c'est pas leur dharma. Parce que dans leur mode de pensée, dans la vision qu'ils ont du monde, ça, c'est pas possible pour eux. Mais c'est pas parce que c'est pas possible pour eux que c'est pas possible pour nous. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va aller prendre conscience que si on est la seule personne, parce que ça, je vous ai déjà dit, mais j'en ai beaucoup parlé évidemment dans Dharmasana, parce que c'est vraiment le but de ce programme-là. Mais dans Dharmasana, il y a vraiment un live dans lequel je dis, ok, la loi du Dharma, c'est 3 choses. C'est premièrement connecter avec son vrai soi, puis aller vers son soi exponentiel. Deuxièmement, connaître ses talents et comprendre que même si on est plusieurs dans ce monde à avoir les mêmes talents, on a tous une façon unique d'exprimer ce talent-là. Et troisièmement, c'est d'aller répondre à un besoin que quelqu'un a grâce à notre talent et notre façon unique d'exprimer notre talent. Donc, quand tu prends conscience de ça, tu te rends bien compte qu'il n'y a personne qui a fait ce que tu vas faire dans ce monde. Donc, c'est normal que tes amis, ton entourage, ta famille, etc. ne comprennent pas toujours ce que tu as envie de faire. Et là, je suis persuadée que quand tu écris ce message-là, quand tu dis que faire si notre entourage ne nous soutient pas, ça se peut que dans ton entourage, il y ait 2-3 personnes qui te soutiennent pas ou qui croient pas en toi ou qui croient pas en ton projet parce que c'est en dehors de leur perception en fait du monde. Mais je suis persuadée qu'il y a au moins une personne qui croit en toi. Et je me rappelle, quand j'étais toute jeune, donc c'est au début de la vingtaine là, il y a un de mes professeurs qui avait dit que il suffit d'une personne qui croit en nous. Une personne pour qu'on ait envie de se réaliser. Hello, bienvenue dans ce live. Une seule personne qui croit en nous pour que ça nous donne le courage et la confiance nécessaires pour passer à l'action. Et je suis persuadée qu'il y a une personne qui va te soutenir ou qui va t'aider. Et si cette personne, par exemple, ou si ton entourage ne te soutient pas, tu peux leur dire que de toute façon, tu vas le faire parce que c'est important pour toi, que tu comprends qu'ils ne comprennent pas, que c'est pas grave, que tu les aimes quand même et que ce que tu leur demandes, c'est plutôt d'essayer de t'encourager. Même si pour l'instant, ils ne comprennent pas, Merci. Merci beaucoup. Même si pour l'instant, ils ne te comprennent pas,
Le plus important, c'est pas qu'ils te comprennent, le plus important, c'est qu'ils te soutiennent. Et puis, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Au début, on te demandera pourquoi tu le fais. Ensuite, on te demandera comment t'as fait. » Mais pour ça, il faut être comme courageux de se dire que si on a ce désir à l'intérieur de notre cœur, merci pour les petits cœurs, si on a ce projet à l'intérieur de nous, alors notre seul et unique objectif, c'est juste d'aller réaliser ce désir, ce rêve, ce projet. Parce que pendant qu'on est en train de réaliser nos désirs, nos rêves, nos projets, c'est le moment où on ressent de l'accomplissement et c'est comme un des piliers qui nous apporte du bonheur. Je vous rappelle que le bonheur, il repose sur 3 choses. Les plaisirs immédiats, les plaisirs partagés, enfin voilà, le fait de manger un bon repas, de passer une bonne soirée avec nos amis, de profiter, de célébrer, de toutes ces choses-là. Le but, le dharma, c'est-à-dire, ok, dans quoi est-ce que j'ai envie de contribuer? Et la 3e chose, c'est de s'engager vers cette contribution. Donc chaque fois que vous réalisez vos rêves, si en plus vous célébrez chaque action que vous faites, c'est le pur bonheur, les gars. C'est le pur bonheur. Donc pourquoi s'en priver? Donc voilà, si ton entourage te soutient pas, ce que je te conseillerais du coup, c'est déjà de repérer à qui est-ce que tu peux parler, parce que des fois on peut pas parler à tout le monde et c'est pas grave. Et puis si les gens ils critiquent ton projet, ton rêve ou peu importe, de leur dire que tu comprends qu'ils comprennent pas, mais que c'est pas grave parce que tu vas le faire quand même. Et que tu es toujours prête à recevoir des encouragements, des conseils, des avis. Et surtout, en fait, ça me permet de te dire quelque chose aussi. C'est que je sais pas quel est ton projet. Mais admettons que tu veuilles te lancer dans l'entrepreneuriat. Quand tu demandes aux gens, est-ce que tu l'as trouvé bien ma vidéo? Est-ce que tu trouves que mon site internet il est bien? Est-ce que tu penses que je devrais lancer ce programme ou pas? Je dois te le dire là, si chaque fois j'avais demandé aux gens de mon entourage ce qu'ils pensaient de ce que j'allais faire, je pense qu'à chaque fois ils m'auraient dit non mais Sandrine c'est vraiment n'importe quoi là, c'est nul, non ça marchera pas, c'est complètement fou. Je me rappelle de quand on a lancé Dharmasana et qu'on en a parlé à des amis entrepreneurs, les gens nous ont dit qu'on était complètement tarés de faire ça, que c'était trop bizarre de mélanger d'un côté l'Ayurveda et de l'autre côté les neurosciences. Et puis il y a un de mes amis entrepreneurs qui m'a dit tu sais c'est tellement bizarre ton truc, vas-y à fond dans le bizarre, je suis sûre que ça va marcher. Ça a cartonné. Ça a cartonné. Donc, quand tu veux demander l'avis à quelqu'un, assure-toi de demander à une personne qui est entrepreneur déjà. Parce que quand on est entrepreneur, on a traversé toutes ces phases de doute, ces phases de remise en question, toutes ces choses-là qu'on traverse peut-être un petit peu moins quand on n'est pas entrepreneur, et encore que. De t'assurer que la personne à qui tu demandes, c'est quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire et qui a les résultats que tu veux. Et de t'assurer que cette personne aussi, c'est quelqu'un qui est plutôt heureux dans sa vie, qui fait des choses et qui s'engage. Ah, merci. Merci. Toi aussi, passe bien un bon 31 et puis plein de love à toi aussi. Ok, ensuite, question suivante. Marina. Comment faire pour réaliser ses objectifs quand on court tout le temps entre le boulot, les enfants, le conjoint qui a toujours la flemme? C'est drôle ça. La famille, les amis, etc. Ok. Le truc, c'est que peu importe qui tu es, ou peu importe qui on est dans ce monde, on a tous 24 heures dans une journée. Donc la première chose que je te dirais, c'est peut-être d'aller traquer le temps que tu passes, qui n'est pas du temps de qualité, avec justement tes enfants, ton conjoint, ta famille, tes amis. Parce que j'ai pu observer, et de plus en plus maintenant qu'on est toujours connecté avec nos téléphones, mais combien d'entre nous, on va voir nos amis et puis on passe notre temps avec notre téléphone à la main plutôt que de profiter vraiment des gens. Et oui, on passe du temps, mais est-ce qu'on passe vraiment du temps de qualité? Donc, la première chose que je te dirais, c'est de traquer vraiment le temps que tu passes. Est-ce que tu regardes Netflix tous les soirs? Est-ce que tu passes du temps sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des temps comme ça, en fait, qui t'apportent pas grand-chose, à part le fait de passer le temps ou de jouer, tu sais, sur tes jeux vidéo? Donc ça, c'est du temps que tu peux récupérer. Ensuite, quand il s'agit des enfants, du mari, de la famille et tout, des fois, il vaut mieux passer un peu moins de temps, mais passer du vrai temps de qualité dans lequel on est 100% présent pour nos amis, pour nos enfants, pour notre conjoint, plutôt que de passer du temps l'un à côté de l'autre sur le canapé à scroller sur les réseaux sociaux. Tu vois, ça, c'est pas du temps de qualité. Donc, c'est comme si tu dois récupérer du temps. Moi, c'est des endroits dans lesquels je récupère. Et je suis pas en train de te dire de pas passer du temps avec ton mari ou avec tes enfants. Je suis juste en train de te dire que plutôt que de passer peut-être 2 heures du temps où tu t'occupes de tes enfants en pensant à autre chose, en faisant autre chose, etc., de passer peut-être une demi-heure avec chacun de tes enfants tous les jours, mais de passer cette vraie demi-heure en temps de qualité, à jouer avec eux, à parler avec eux, à vivre pleinement avec eux. Et du coup, si tu as 3 enfants, ça veut dire que tu passes 1h30, mais tu peux passer moins de temps, tu passes 20 minutes, 10 minutes, peu importe, mais c'est vraiment d'accorder à chacun d'entre eux
du vrai temps de qualité. Et le même à tout le monde. Et puis tu vas voir que tu vas pouvoir récupérer, je pense, minimum une demi-heure par jour. Et cette demi-heure par jour, c'est celle-là que tu vas utiliser pour réaliser tes objectifs. Quand on commence, c'est rare les gens qui se lancent des projets et qui ont 100% de leur temps pendant qu'ils le font. Pour beaucoup d'entre nous, on a un conjoint, des amis, une famille, des fois un job à côté quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou toutes ces choses-là. Donc l'objectif, c'est pas d'attendre d'avoir 100% de ton temps. Hello Alpha, bienvenue dans ce live. Je suis en train de répondre aux questions du coup qui m'ont été laissées sur le formulaire. Mais si tu as une question, tu peux la laisser juste dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc la première chose, c'est de traquer ton temps et de voir où c'est qu'il y a des temps morts dans ton emploi du temps ou des temps vraiment dans lesquels tu te nourris pas vraiment, où tu scrolles sur les réseaux, où tu regardes Netflix ou des choses comme ça. Ça veut pas dire que tu dois plus jamais regarder Netflix. Mais par exemple, tu peux décider que tous les soirs de la semaine, pendant une demi-heure, une fois que les enfants sont couchés, tu consacres une demi-heure à faire ça. Et le week-end, tu regardes Netflix avec ton mari ou tes enfants ou peu importe, mais t'en profites vraiment. Tu vois, tu le fais intentionnellement. Tu y mets toute ton énergie. Tu vois, tu te fais, je sais pas, un plateau télé, tu te prends un bon verre de vin. Enfin, bref, tu fais en sorte que ce moment, il soit juste extraordinaire. Voilà. Ce que j'aurais à te dire par rapport à ça. Mais la gestion du temps, elle est centrale dans le développement de toute activité, de tout projet. Ensuite, on a une question de Laure. Comment trouver sa place? Waouh! Ok. Comment trouver sa place? La première chose que je dois te dire, merci pour les petits cœurs. La première chose que je dois te dire, Laure, c'est que... merci pour cette avalanche de petits cœurs là, ça fait tellement plaisir. Oui, la première chose que je dois te dire, Laure, c'est qu'en fait, c'est pas tellement une question de trouver sa place. C'est plutôt une question de prendre sa place. Parce que ta place, tu l'as déjà. Un truc que je dis très souvent, c'est que notre place est là où nos deux pieds se trouvent. Notre place, elle n'est pas à l'extérieur. C'est pas quelque chose qu'on doit trouver. C'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher. C'est quelque chose qu'on doit incarner. Tout comme le dharma. On va pas chercher son dharma. On incarne son dharma. Ou on va pas chercher sa mission de vie. On incarne sa mission de vie. Donc, comment trouver sa place? Ça peut être un très très bon objectif de 2023. Je dirais que la première chose, c'est que de toute façon, tu sais déjà quelle est ta place dans ce monde. Je pense que la plupart d'entre nous, même si on croit qu'on ne sait pas, en réalité on sait. Je crois que ce qui nous empêche de trouver notre place, de prendre notre place, de découvrir notre mission de vie, d'incarner notre mission de vie, peu importe les mots qu'on met, c'est parce qu'on croit qu'on ne sait pas. Et comme on se répète en permanence, mais moi je sais pas, mais moi je sais pas, mais moi je sais pas, notre cerveau il nous montre, à cause du système réticulé activateur, ce qu'on lui dit. L'ordre qu'on lui donne, c'est moi je sais pas quelle est ma place dans ce monde. Donc le cerveau il va faire que te prouver que tu as raison. Ça s'appelle le biais cognitif de confirmation. Donc la première chose, c'est peut-être de commencer à arrêter de dire que nous on sait pas. Et la seconde chose, ça va être de commencer à repérer qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Quelle est notre vision du monde? Et de commencer à retirer les conditionnements qu'on a hérités de notre entourage, de notre famille, de nos amis, de la société, de peu importe toutes ces choses-là. Parce que plus on libère les conditionnements, plus ça nous permet d'accéder à notre véritable soi. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans ce live. Et du coup, de connecter avec notre soi exponentiel. Donc, si j'étais à ta place aujourd'hui et que je devais trouver, pour reprendre tes mots, ma place dans ce monde, je dirais que la question que je me poserais, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce que je voudrais qu'il soit différent? Parce que toutes ces questions-là, elles répondent à qu'est-ce que tu es venu apporter dans ce monde. Et de prendre conscience que très souvent, c'est déjà là. J'avais déjà raconté cette histoire. Donc, à l'époque où je l'avais racontée, je venais de voir le reportage. Donc là, ça va être très raccourci. Mais je ne sais pas si vous connaissez Fabien Olicard. Et donc, Fabien Olicard répondait à une interview dans laquelle il disait que... Parce qu'on lui demandait comment il en était arrivé à écrire plusieurs livres, à avoir une chaîne YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés, peut-être même des millions d'abonnés. Et à exercer, je crois qu'il est mentaliste, Fabien Olicard. Et en fait, il explique que quand il avait 8 ans, donc on lui pose ces questions, je pense qu'il a la trentaine, peut-être même 40, là, j'ose pas le dire parce que si c'est pas le cas, bon, la trentaine.
quand il avait 8 ans, il avait une pièce de 10 francs dans sa main et il est allé au vide-grenier de son village. Et puis, il a acheté un livre sur la magie. Et à la fin de ce livre sur la magie, il y avait un chapitre sur le mentalisme. Et dans le mentalisme, en fait, ils expliquaient le mode de fonctionnement normal du cerveau. Et comment faire, en fait, enfin, il expliquait dans ce livre que finalement, il n'y a pas tellement de trucs en ce qui concerne la magie. C'est plus d'utiliser les biais du cerveau pour faire croire des choses aux gens. C'est plus ça, en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il avait un petit peu honte d'être passionné par la magie. Donc, il s'entraînait dans sa chambre, il faisait ses tours et tout. Et quand il était adolescent, donc vers l'âge de 16-17 ans, donc 8 ans, il découvre ce truc qui le passionne et qui l'anime et qu'il fait dans sa chambre. 16-17 ans, la première fois qu'il le fait en public. Et en fait, il est en soirée, donc il boit un petit coup. L'alcool étant un peu désinhibant, étant du coup aidant, il se lance en fait et il fait un premier tour de magie. Et il voit que ça plaît aux filles, du coup il reproduit. Finalement, il en fait son métier bien après. Donc pourquoi je te raconte cette histoire-là, c'est parce que en réalité, on a très souvent été en contact avec cette chose qu'on pense qu'on doit trouver. Et même, je te dirais que cette chose-là que tu cherches pour t'accomplir, te réaliser, en fait, tu le fais déjà. Tu le fais peut-être inconsciemment, tu le fais peut-être naturellement, mais tu le fais déjà. Et t'es déjà certainement tombé sur un livre, sur une chanson, peu importe, qui a créé un appel très fort chez toi. Et en général, ce truc-là, on va le garder pour nous. Et on va pratiquer, lire dans notre coin, toutes ces choses-là. Et puis, parfois, ça peut durer des années. Et donc, en fait, dans le fond, toute notre vie, on a été préparé pour aller réaliser notre dharma. Tout ce qu'on a traversé au fil de notre vie, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter pleinement à notre dharma et de le vivre pleinement. Parce que la vie, elle a déjà développé en toi tout ce qu'il fallait pour que le jour où tu t'autorises et tu décides à faire ce truc que tu fais déjà dans ton coin, comme c'est un truc que je dis souvent à mes clientes, c'est faire nos petits trucs dans notre coin, et puis un jour devenir entrepreneur, par exemple. Entreprendre ce truc-là. Donc la vie, elle t'a préparé pour que tu sois prête au moment où tu décides, que tu t'autorises à finalement, en fait, lancer une chaîne YouTube sur la magie et le mentalisme, alors que c'était pas connu à l'époque. La vie, elle s'est assurée que tu étais déjà prêt. Donc le truc, en fait, c'est plus de s'autoriser à apporter cette couleur dans le monde, à apporter notre couleur dans le monde. Parce qu'en fait, ce que je te disais précédemment, souvent, ce qui nous limite, c'est de penser que c'est pas possible pour nous ou qu'on n'est pas capable. C'est toujours cette croyance de je suis pas assez. Et alors là, j'ai fait plein de lives là-dessus. Mais le truc, c'est que en vrai, on est assez. Tel qu'on est aujourd'hui, la tête que tu es aujourd'hui, tu es assez. On est tous, tel qu'on est aujourd'hui, on est parfait. Ça veut pas dire que on va pas pouvoir polir notre diamant intérieur. Bien sûr qu'on va pouvoir le polir. Bien sûr qu'on va apprendre de nouvelles choses. Bien sûr que plein de choses. Mais cette chose que tu as déjà à l'intérieur de toi, que tu fais naturellement depuis parfois très longtemps, il y a des gens qui connaissent pas ça. Et donc, du coup, ton objectif, c'est pas de devenir une experte avant de commencer à prendre ta place. Ton objectif, c'est de prendre ta place et de commencer à aider tous ceux qui sont en dessous, en fait, qui ont moins de connaissances que toi, par exemple, dans ce domaine-là. Et c'est vraiment d'arrêter de vouloir être parfaite, d'arrêter de faire plaisir, d'arrêter d'avoir peur de déranger, de déborder, etc. De sortir de tous ces conditionnements qu'on a cru qui allaient faire de nous une bonne personne pour devenir qui on est vraiment en ayant conscience que de toute façon, on est une bonne personne. Et que de toute façon, peu importe à quel point on essaye d'être parfaite, de faire plaisir aux gens et de pas déborder, il y aura toujours des gens pour nous critiquer. Donc autant que les gens qui nous critiquent, ils nous critiquent pour qui on est vraiment et pas pour l'image qu'on projette de qui on est. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et ce que je voudrais te dire aussi, c'est que par exemple, pour être coach, il faut coacher. Peu importe la quantité d'informations que tu as dans ta tête, peu importe à quel point tu connais les théories, peu importe à quel point tu as lu de livres, ce qui fait de toi un coach, c'est le fait que tu sois en train de coacher une autre personne. Donc à un moment donné, il faut juste se jeter à l'eau et commencer vraiment à coacher les gens pour commencer à aider les gens, pour commencer à pratiquer, par exemple, si c'est ton dharma, voilà, si c'est ta vocation de faire ça. Et plus tu le fais, et plus ça devient facile de le faire. Et plus tu t'autorises à faire des plus grandes choses. Donc, si le but du dharma, c'est d'atteindre la libération, ce qu'on appelle moksha,
Et moksha, je crois que c'est la libération sur tous les plans. Donc un peu, c'est comme virer tous les conditionnements. Le but du dharma, c'est ça. Pour moi, la première étape, ça serait de s'autoriser. La deuxième étape, ça serait de faire des petites actions. Mais ces actions, elles doivent être justes par rapport à toi. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de faire ce que t'as dit Pierre, Paul ou Jacques. Tu peux faire ce que t'ont dit Pierre, Paul ou Jacques à condition que ce soit juste et vrai pour toi. Et si c'est pas juste et vrai, ben juste tu le fais pas. Donc c'est, deuxièmement, agir dans l'alignement. Troisièmement, c'est plus tu vas faire les actions, plus tu vas prendre confiance. Plus on fait des petites choses, plus on peut faire des grandes choses. Et encore une fois, il n'y a pas de truc comme magique avec ça. C'est juste le fonctionnement normal et naturel du cerveau. Alors ensuite, on a... Alors par contre, je vais juste allonger mes jambes parce que je suis en tailleur et à force, je ne suis pas très bien installée. Donc, je vais essayer de glisser mes jambes sous les coussins sans tout casser. Voyons si je vais réussir. Ah, ça fait du bien. Ok, je vais peut-être enlever du coup un coussin. Allez. On continue. Donc, j'en étais où? J'en étais à... Ah oui, c'est ça. Question de Mathis. Comment savoir ce que l'on veut? Je veux changer de travail, avoir de la clarté sur ma vie pro, mais cela reste flou. Comment mettre de la clarté sur ma vie pro? Oh là là. Donc ça peut être un vrai objectif de 2023. Ah, c'est vaste en fait. Il faudrait vraiment que je t'ai en face de moi pour vraiment pouvoir t'aider avec ça et te répondre. Mais je pense qu'en vrai, tu as déjà comme une idée de ce que tu voudrais faire. Sincèrement, je pense que tu le sais déjà et que pareil pour l'histoire de prendre sa place, en fait, tu t'autorises peut-être pas. Donc, je dirais que si tu... premièrement, la question que je te poserais, c'est est-ce que là où tu es, tu t'épanouis ou pas? Est-ce que ce que tu fais comme travail en ce moment, ça te convient ou ça te convient pas? Là, la réponse va être assez rapide parce que tu sais ce que tu es déjà en train de faire, donc tu es familier avec ça. Donc, je dirais que la première chose, ça va être de te demander est-ce que ça te convient ou pas. Et si c'est un oui et non qui arrive, donc, est-ce que ce que tu fais en ce moment, ça te convient encore ou pas? Oui, non. Si tu as un oui et non, alors dans ce cas-là, fais la liste de ce qui te convient et de ce qui te convient pas. Vraiment, tu fais 2 colonnes et puis tu vas chercher dans quelles autres circonstances, est-ce que c'est en changeant de métier? Est-ce que c'est en changeant d'entreprise? Est-ce que c'est en devenant indépendant? Peu importe, mais qu'est-ce qui ferait que ce qui te convient pourrait te servir d'appui et du support pour réaliser, pour changer, transformer ce qui ne te convient pas. Ça serait la première chose que je te poserais comme question. La deuxième chose, c'est que si tu as une piste, je te dirais d'aller te renseigner sur ce métier-là. Et honnêtement, là, je pense que le meilleur moyen de se renseigner sur le métier qu'on aimerait faire, c'est d'aller rencontrer les gens qui le font. Et je sais que cette chose, elle fait très peur. Moi, je me rappelle quand j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante. C'était vraiment il y a quelques années, là. Et j'avais fait une formation, un stage, là, de 6 semaines, je crois, à la Maison des professions libérales. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu aimerais exercer. Hello, Sylvie, bienvenue dans ce live. Donc, je sais pas ce que tu aimerais exercer, mais ce que je te dirais, ça serait ça, en fait. Ça serait d'aller... Oui, donc, et dans ce stage-là, que j'avais fait, en fait, à un moment donné, on me disait d'aller rencontrer au moins 3 à 5 personnes qui sont déjà en train d'exercer le métier qu'on veut exercer. Et je me rappelle que ça avait fait très peur à mes collègues de cette formation-là, d'aller rencontrer les gens, de leur poser des questions, de leur demander combien ils gagnaient, comment c'était passé au début et tout. Mais moi aussi, ça m'avait fait peur, mais en fait, je m'étais plus dit... de toute façon, c'est la seule façon d'avoir les meilleures réponses sur le métier que j'ai vraiment envie de faire. Et donc, j'étais allée voir plusieurs personnes. Il y avait des personnes qui n'avaient pas voulu répondre à mes questions. Et heureusement, après ça, j'étais tombée sur un entrepreneur qui avait vraiment répondu à toutes mes questions avec une très grande honnêteté et qui m'avait dit qu'il fallait pas s'inquiéter des gens qui voulaient pas répondre à nos questions. En général, c'est qu'en fait, leur activité se déroule pas si bien que ça et que tant qu'à y être, autant avoir les réponses de gens qui ont des résultats dans leur activité. Donc, ce que je te dirais, c'est que la première chose, potentiellement, tu sais déjà. Deuxièmement, si tu sais pas déjà, de regarder est-ce que ce que tu fais, ça te convient ou pas, qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te convient pas, de faire vraiment la liste, de t'appuyer sur ce qui te convient
pour aller redéfinir ta manière ou d'exercer ce métier-là ou de comment transformer ce que tu fais pour l'emmener au prochain niveau et surtout de pouvoir transformer ce qui ne te convient pas. Ensuite, ça va être, voilà, si tu as une idée de vraiment aller rencontrer les gens qui font ça et encore mieux, peu importe l'âge que tu as, et là vraiment j'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui vont me dire oui mais Sandrine, tu sais, j'ai 40 ans, c'est pas le moment de faire ça, nanana. Peu importe l'âge que vous avez, allez vraiment passer ne serait-ce qu'une semaine avec cette personne-là pour vraiment vous immerger dans à quoi ressemble sa vie. Parce que très souvent, on se fait une idée de quel est voilà, qu'est-ce que la personne elle vit. Et puis si c'est un des nouveaux métiers qui sont entre guillemets à la mode en ce moment, genre être influenceur ou être coach ou enfin des choses comme ça là qui sont devenues à la mode, on a une image complètement biaisée puisqu'on a l'image uniquement de ce que les gens nous montrent sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est une bonne chose d'aller connecter avec quelqu'un qui fait ce que tu aimerais faire. Maintenant, autre option. Oui, une fois que tu as validé, ok, ça me plaît vraiment, aller regarder les écoles ou les formations qu'il y a qui vont te permettre d'acquérir la base, et je dis bien la base et les fondements de ton métier. Parce qu'après, honnêtement, si tu veux réussir, peu importe l'activité que tu décides de faire, bah ça va juste prendre du temps. Et plus tu vas avancer, plus tu vas te former, plus tu vas te développer, et meilleur tu vas devenir. Il n'y a pas d'autre manière en fait que de devenir bon. C'est vraiment en pratiquant. Là, je vous ai déjà dit, peu importe à quel point tu as toutes les infos dans ta tête, le moment où vraiment tu es en train de réaliser ce que tu as dans ta tête, c'est le moment où tu es en train d'agir. Et ensuite, autre option maintenant, imaginons que tu hésites entre deux changements de carrière. Ben, je te dirais pareil, d'aller passer une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, de t'assurer que tu fites avec les gens parce que sinon tu peux te dire ah non j'ai vraiment pas envie de faire ça parce que lui qu'est-ce qu'il est con. Oui mais c'est la personne, tu vois, c'est pas le métier. Donc de t'assurer qu'avec les deux ça marche et puis de pas avoir peur si on te dit non, de demander à d'autres personnes jusqu'à ce que tu puisses trouver quelqu'un avec qui passer une semaine et puis quelqu'un d'autre avec qui passer une semaine. Et je pense que c'est la meilleure façon de choisir un métier, c'est d'aller l'expérimenter sous forme de stage pendant un temps. Donc voilà, je pense que si j'étais toi et si je devais mettre de la clarté sur ma vie pro, c'est ça que je ferais. Alors, ensuite, j'ai trouvé compliqué de déterminer mon objectif principal. Je me sens complètement larguée en ce moment entre ce qui est raisonnable et ce que je désire. Comment lâcher les choses raisonnables? Alors déjà, il y a un truc qui me frappe là quand je lis ton message. C'est que tu es en train de te juger en fait. C'est-à-dire que tu es en contact avec tes désirs, mais quand tu l'as, tu dis non, ça c'est tellement pas raisonnable. Oui, mais ça c'est ton cerveau. Et en fait, ce qui fait qu'on vit la meilleure des vies, c'est notre capacité à suivre plus notre cœur que notre mental, parce que notre mental, il est extrêmement limitant. Et c'est pas notre mental qui va nous permettre d'être heureux. C'est vraiment de devenir qui on est profondément, de faire les choses qui nous animent profondément, voilà, de contribuer dans ce monde, de connecter, de créer des choses. Enfin, c'est vraiment ça qui nous anime. Donc du coup, ça doit vraiment partir de notre cœur. Et aussi parce que si tu choisis un objectif dans ta tête, tu n'auras peut-être pas assez de carburant. Et quand je parle de carburant, je parle d'énergie et d'émotion pour aller jusqu'au bout de ton objectif. Donc, je dirais que la première chose que je vois, c'est que potentiellement, tu ressens de la peur par rapport à ce que tu désires. Et là, je t'invite à re-regarder le début du live dans lequel je réponds à une personne qui me parle du fait que quand elle a fait la liste, là, elle avait toute une colonne sur la peur. Et ensuite, ce que je voudrais te dire aussi, c'est qu'il n'y a personne qui va te donner un bon point parce que tu vas choisir le bon objectif. Le plus important, tu sais, ça se trouve, ton objectif, il va changer en cours d'année. Des fois, on prend la voiture, on décide d'aller au village d'après, puis on se dit, ah non, finalement, j'aimerais bien aller là-bas. Avec les objectifs, c'est pareil. Le truc, c'est qu'il ne faut pas toujours changer, parce que sinon, on va nulle part. Mais tu peux commencer à faire un truc, puis en fait, tu vas itérer et itérer et itérer encore. Et ça, c'est le principe même de l'entrepreneuriat. Donc, ce que je te dirais, c'est commence avec un objectif qui te tient à cœur, lance-toi. Et de toute façon, l'objectif, il va changer en cours de route. Il va changer en cours de route parce que tu vas te rendre compte que tu es capable. Il va changer en cours de route parce que tu vas te rendre compte que peut-être tu as surévalué ton temps et tes capacités. Enfin voilà, l'objectif, il va bouger. Donc juste, en fait, mets de côté ce qui est raisonnable
prends un objectif vraiment qui anime ton cœur et juste pars à la rencontre de cet objectif-là pour mettre de la clarté sur ce que tu veux vraiment, encore une fois. Ensuite, je n'arrive pas à trouver ma place, du coup j'ai choisi un objectif, créer ma place, mais je vois bien que c'est n'importe quoi parce que je n'y arrive pas en fait et ça me fait mal de ne pas y arriver. Ok, donc je pense que j'ai bien répondu à cette question, comment trouver sa place ou créer sa place. Donc je te laisserai regarder ça, si tu as des questions, viens me les mettre en commentaire. Et ce que je voudrais juste te rappeler par rapport à ça qui me vient, c'est que premièrement, tu es en train de te juger. Et surtout, tu es en train de te répéter que tu n'y arrives pas. Et donc du coup, biais cognitif de confirmation, tu vas pas avoir le sentiment d'y arriver, tu vois. Alors que comme je l'ai décrit précédemment, en fait, tu sais déjà ta place, c'est là où tu es, en fait. Ta place, c'est dans la famille dans laquelle tu es. Ta place, c'est dans le métier que tu exerces en ce moment. Ta place, elle est exactement là où tu es. Après, c'est plus une question de s'autoriser à entrer en connexion avec son véritable soi et à présenter ce véritable soi dans le monde. C'est vraiment juste ça. Et puis ensuite, de s'autoriser à faire ce qu'on a envie de faire. Tu sais, c'est vraiment cette phrase que je vous dis tout le temps. Fais ce que tu as à faire, dis ce que tu as à dire. C'est juste ça, être à sa place, en fait. Ok, ça, j'ai déjà répondu. Ensuite, ça me fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de poser les choses, clarifier les choses. Ça m'a libéré, cool. Ça a enlevé un poids. Je suis contente de voir que j'avance, que ça s'éclaircit, que c'est plus léger. Merci Sandrine. Ok, merci. Merci à toi. Ça fait plaisir d'avoir un petit mot comme ça. Et on a un dernier commentaire. Alors là, c'est drôle. Je vous ai pas dit les prénoms, mais là, c'est drôle parce que... Attendez. Dans mon formulaire, il y avait le prénom et en dessous, la question. Et là, la personne, en prénom, elle a mis M. Et voyons la question. Donc, j'ai pris conscience que j'avais un problème avec l'argent. J'ai peur de dire combien je veux, j'ai peur de demander de l'argent, j'ai peur de regarder mes comptes, j'ai peur de faire mes comptes, j'ai peur d'être une mauvaise personne parce que je veux de l'argent. Bref, j'ai pris conscience que finalement, j'avais peur de l'argent. Bienvenue. Moi, t'es pas du tout la seule personne à avoir de la difficulté avec l'argent et ça parce que dans notre société l'argent c'est tabou et puis pour beaucoup d'entre nous, alors moi pour le coup mon père un peu mais pas tellement ma mère, même pas du tout ma mère, mon père il disait souvent comme je suis pas Rothschild, l'argent il pousse pas dans les arbres, ce genre de truc là. Ma mère elle disait juste qu'on n'avait pas d'argent qu'on n'en avait pas, voilà, que c'était pas possible et qu'elle pouvait pas, voilà. Et elle se sacrifiait pour nous offrir le maximum de ce qu'elle pouvait, mais beaucoup d'entre nous c'est comme je crois que c'est que moins de 10%, je crois que 90% de toutes les richesses dans ce monde est détenues par 10% de la population, un truc du genre, là, c'est à peu près un truc comme ça. 97, 3%, je sais plus, bref. L'idée en tout cas, c'est qu'on est très peu nombreux à avoir grandi dans une famille où il y avait vraiment de l'argent et où l'argent n'était pas un problème et où l'argent c'était normal, etc., etc. Donc, c'est normal, à l'âge adulte, que l'argent soit tabou, d'autant plus que, comme je vous ai dit, dans notre société, là, l'argent, c'est quand même quelque chose qui est encore tabou. Donc, bienvenue, c'est normal. Tu sais, dans ma vie, j'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes et d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui se lancent. Et honnêtement, là, 99%, pour pas dire 100%, des personnes que j'ai accompagnées ont peur de l'argent, ont un problème avec l'argent, ont des croyances limitantes par rapport à l'argent, enfin vraiment des choses comme ça. Donc c'est juste comme le parcours. Maintenant que tu en as pris conscience, que tu dois faire pour te réaliser pleinement. C'est juste ça. L'argent, c'est quelque chose de neutre. C'est ni bien ni mal. Qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas ne fait pas de nous des bonnes ou des mauvaises personnes. C'est vraiment quelque chose qui est complètement neutre. Parmi les personnes qui n'ont pas d'argent, il y a vraiment des personnes qui ne sont pas comme des bonnes personnes, qui ne font pas des choses bien pour eux, pour les autres, pour le monde. Et puis, parmi les personnes qui ont de l'argent, pareil, il y a des gens qui ne sont pas ni bons pour eux, ni bons pour les autres, ni bons pour le monde. Et puis, parmi les gens qui n'ont pas d'argent, il y a des gens qui sont bons pour eux, bons pour les autres, bons pour le monde. Et puis, parmi les gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui sont bons pour eux, bons pour les autres, bons pour le monde. Donc, l'argent, ça n'a absolument rien à voir avec l'identité d'une personne ou la valeur d'une personne. L'argent, c'est juste, en tout cas, ma vision de l'argent. Et
la manière dont j'ai envie de t'inviter à avoir l'argent. Donc, c'est ma vision de l'argent. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont une autre vision de l'argent, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision de l'argent-là. Et j'ai décidé de ne pas acheter ces croyances-là. Ok? Moi, j'ai décidé d'acheter la croyance que comme plus on apporte de la valeur dans ce monde, plus on reçoit de l'argent. Plus on contribue, plus on reçoit de l'argent. Et là, je sais que ça me fait penser à une personne qui m'est très proche, qui m'a dit là pendant les Noël que cette personne veut se lancer en tant que doula. Donc une doula, c'est une femme qui accompagne les femmes enceintes, qui accompagne à la naissance et qui accompagne pendant le 4e trimestre, si on peut dire ça comme ça, voire même la première année après la naissance d'un bébé. C'est pas une sage-femme, c'est pas une gynéco, c'est vraiment une autre personne dans l'accompagnement de la maternité. Donc cette personne veut se lancer en tant que doula et elle me dit oui mais je sais pas si je vais pouvoir me faire payer parce que c'est comme si aider les autres ça devrait être gratuit. Mais forcément parce qu'elle est conditionnée dans le mythe du sacrifice, ok? Et donc du coup elle pense que si elle demande de l'argent aux gens, elle va pas être une bonne personne. Mais le truc c'est que je crois que pour sortir de ça, la première des choses, c'est de prendre conscience que vous avez de la valeur, que ce que vous avez à donner dans ce monde a de la valeur, que vos connaissances, elles ont de la valeur, que aider les gens, ça a de la valeur. Et que si vous voulez vraiment aider les gens dans ce monde, vous avez besoin de recevoir une contribution, une compensation pour l'énergie, le temps, l'amour et les connaissances que vous donnez aux gens. Et je pense que c'est important aussi de prendre conscience que si on passe 1 heure de temps avec nos patients, nos clients, nos suivis, peu importe, en tout cas avec nos clients, c'est 1 heure de temps qu'on n'a pas pour notre famille, pour nos amis, pour les gens qu'on aime. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos clients, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se lancer, ok? C'est juste que notre temps, encore une fois, dans une journée, il est limité et il a de la valeur. Il a de la valeur. Et c'est à personne d'autre à l'extérieur de nous à définir la valeur qu'a notre temps, mais bien à nous, quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Donc, l'exercice que je fais très souvent faire, c'est premièrement, combien coûte la vie de tes rêves? Et deuxièmement, ça serait quoi le premier palier financier que tu aimerais passer dans ton entreprise? Et de prendre conscience que ce temps que tu accordes aux gens, c'est du temps que tu n'as pas pour toi ou que tu n'as pas pour les gens que tu aimes. Et ça a de la valeur. Ensuite, oui, il y a cette citation d'Oprah que je voudrais te partager, c'est « Dans n'importe quelle industrie, la personne qui donne le plus est la personne qui réussit le plus. » Donc, donner, ça ne veut pas nécessairement dire, tu vois, toujours donner gratuitement du contenu, de la valeur. Là, je suis en live avec vous. C'est un cadeau que je vous fais, c'est mon cadeau de fin d'année. Mais je ne fais pas que ça, en fait. J'ai des programmes, j'ai des masterminds, j'ai du coaching privé. Enfin, j'ai plein d'offres que je mets à votre disposition dans lesquelles je vais plus en profondeur pour vous aider de plus en plus et de mieux en mieux au fur et à mesure que voilà, vous grandissez dans mon univers. Et un truc qui m'a vachement aidé, qui pourrait t'aider, c'est que je me dis pas que c'est l'autre personne qui me paye. Je me dis que c'est l'univers qui me paye à travers cette personne-là pour ma contribution. Et un truc aussi que je voudrais te partager, c'est que très souvent, on pense que les gens en face de nous, ils n'ont pas l'argent. Tu vois, on se dit, oui, mais lui, il a toutes les conditions potentielles qui font qu'il ne pourrait pas être capable de payer mes services ou autre, ou ça ne serait pas un bon investissement pour lui. Et franchement, là, on n'en sait rien. Ça fait plus de 10 ans que je fais ce que je fais. J'accompagnais un homme qui est resté marié pendant des années. Et pendant des années, avec son ex-compagne, ils ont vécu au-dessus de leurs moyens. Et ils ont tellement vécu au-dessus de leurs moyens que parfois, ils dépensaient tout leur argent pour faire des cadeaux aux enfants et qu'ils étaient obligés de faire un crédit à la conso à la fin du mois pour mettre de quoi manger dans le frigo. Et il n'y a pas de jugement, tu sais, comme avec ça. C'est juste un problème de rapport avec l'argent. Je vous ai dit, hein, dans ce monde, ce qui fait notre bonheur, c'est la qualité des relations qu'on a. Avec les gens, avec le temps, avec l'argent. C'est tout ce qui gravite autour de nous, c'est comment est-ce qu'on se comporte et qu'on relationne avec ces choses-là. Et donc, cette personne-là, à la base, elle avait un statut cadre. Et donc, elle avait toutes les conditions, entre guillemets, pour accéder à un coaching privé avec moi. Et en fait, sur le papier, effectivement, elle a toutes les conditions. Et dans la réalité, elle est surendettée. Comme tous les crédits, c'était le seul qui travaillait, il les a pris qu'à son nom. Donc, son ex-compagne, quand elle est partie avec quelqu'un d'autre, elle lui a laissé les crédits à la conso, elle lui a demandé des pensions alimentaires pour les enfants et du coup, il se retrouve dans une situation financière, même s'il a un gros salaire, qui est très difficile à naviguer. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple de personne que j'ai accompagnée, c'était au tout début. Donc au tout début que je proposais des services haut de gamme, du coaching privé, haut de gamme, vraiment.
Il y a une jeune femme qui me contacte et puis qui me dit voilà, je suis étudiante et tout, machin, j'aimerais bien me faire accompagner pour ça, nanana, nanana. Et je commence à échanger avec elle et puis dans ma tête, honnêtement, là, j'étais constamment en train de me dire non mais bon, je vais lui donner tout ce que je peux pendant cet appel-là parce que comme je sais qu'elle pourra pas se l'acheter. Parce que j'étais en train de projeter le fait que moi, quand j'étais étudiante, j'avais pas cet argent-là. Il se trouve qu'en fait, quand j'ai annoncé le prix, en tremblant, parce que je me disais, mon Dieu, elle va me dire non, c'est sûr. Elle m'a dit, oui, ok, pas de problème, je te fais le virement aujourd'hui, donne-moi ton RIB. Et pendant l'accompagnement avec cette personne-là, je me suis rendu compte que certes, elle était étudiante, mais en fait, elle s'était très très bien débrouillée parce qu'elle avait réussi à acheter un appartement en étant étudiante. Donc elle était étudiante avec un job à côté. Elle avait réussi à acheter un appartement en étant étudiante. Donc, on ne peut jamais savoir quel est l'argent qu'ont les gens. Il y a des gens qui vivent avec très peu, qui mettent beaucoup d'argent de côté. Il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens et donc on se dirait oui, il a largement les moyens de s'acheter mon accompagnement et en fait non. Donc c'est ne jamais projeter nos croyances et notre réalité sur le fait que la personne en face de nous, elle est capable d'acheter ou pas nos services et nos offres. Dernière chose aussi que je voudrais te dire, c'est que pour améliorer ta relation à l'argent, je pense que la première étape, c'est de faire l'état des lieux, de où tu en es par rapport à l'argent de toi. Faire l'état des lieux, faire tes comptes, faire tes budgets, commencer peut-être à lire des livres autour de l'argent aussi qui vont t'aider à te réconcilier avec l'argent et te rendre compte que l'argent, c'est neutre. Et ça dépend de ce que nous, on en fait, en fait. On peut avoir beaucoup d'argent et puis investir cet argent. Les amis, j'ai plus d'eau, donc on va vraiment pas tarder à clôturer ce live parce que j'ai toujours mal à la gorge. Pardon. Oui, c'est ça. Pour te réconcilier à l'argent, je pense que c'est important de lire des livres sur l'argent pour prendre conscience que c'est vraiment ce qu'on en fait. On peut avoir de l'argent et on peut s'acheter des trucs qui n'apportent pas de valeur à notre vie ou à la vie des autres. Ou on peut avoir de l'argent et le garder sur des comptes. Et du coup, je vois pas trop l'intérêt d'en avoir. Ou on peut utiliser l'argent pour servir plus les autres et le monde. Hello Manon, bienvenue dans ce live. Comment ça va aujourd'hui ? C'est ça qui est ça par rapport à l'argent. Je regarde encore si j'ai autre chose à te transmettre. Ouais, donc je mettrai en premier de la clarté. Et si t'as peur de faire tes comptes, fais-le avec quelqu'un de confiance, avec qui t'as envie de... Voilà, avec qui tu te sens en confiance pour faire ça. Prends un verre de vin, allume une bougie, enfin voilà, fais un truc qui... Hello Samia, bienvenue dans ce live. Fais quelque chose qui va te permettre de te sentir bien pendant que tu le fais, en fait. Et petit à petit, d'habituer ton cerveau à le faire et à créer un moment... alors, peut-être pas de joie et de célébration, tu vois, mais un moment où tu es en train de passer du temps à investir dans ton avenir. Parce que on a besoin de l'argent dans ce monde pour faire nos courses, là. Peu importe à quel point on est spirituel, c'est pas en méditant tous les jours qu'on en avoir comme l'épicier lui dire tu sais, je suis quelqu'un de très spirituel, tous les jours je fais des prières pour que les pauvres dans le monde aient assez à manger et tout, et que l'épicier va nous donner à manger. Non, on a besoin de l'argent pour fonctionner, donc c'est toujours une bonne chose d'investir du temps, de l'énergie dans sa relation avec l'argent. Une relation saine, les amis. Je suis pas en train de partir dans un truc complètement fou. Ensuite, vraiment de lire des livres à propos de ça, de suivre des programmes à propos de l'argent pour commencer à transformer votre vision de l'argent, parce que vraiment, l'argent, c'est quelque chose de 100% neutre et ça dépend de vos croyances par rapport à ça. Je regarde... Donc pareil que pour une personne au début aussi, le fait de prendre conscience que tu as peur de l'argent, c'est déjà une première étape pour créer le changement. Donc pareil, si t'as pas été très attentive au début du live, j'ai parlé de la peur et j'ai dit comment la naviguer, donc je t'invite à revenir là-dessus. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans le chat. Maintenant, M, tu n'as pas mis ton prénom, donc je ne sais pas si t'es un homme ou une femme, mais sache que si t'es une femme, je pense que c'est une information importante. En tant que femme, on a beaucoup plus de culpabilité à s'acheter des choses qui nous plaisent, etc. Et on les met en général pour notre foyer, notre conjoint, nos enfants, tout ça. Et en fait, sache qu'une femme qui gagne de l'argent dans ce monde, elle a naturellement plus tendance à redistribuer à sa communauté, à ses amis, à sa famille, aux gens autour d'elle, à acheter des belles choses pour tout le monde. Et donc, du coup, elle contribue plus qu'un homme. C'est
C'est des études en psychologie sociale, ne me tombez pas dessus. Je sais qu'il y a des hommes qui sont très très généreux, qui sont plus généreux que des femmes. Je dis juste que de manière générale, le rapport qu'ont les femmes à l'argent, elles utilisent l'argent beaucoup plus pour contribuer que les hommes qui vont avoir plus tendance à se faire des cadeaux pour eux. À s'acheter une belle montre, à s'acheter une belle voiture ou des choses comme ça. Et c'est pas moi qui le dis. C'est des recherches en psychologie sociale, donc merci de ne pas crier sous cette vidéo. Voilà, j'ai terminé à répondre à toutes vos questions. Ce que je vous invite à faire, du coup, si vous avez des questions concernant le Dharma défi ou peu importe, comme de toute façon, je suis en live tous les jours pendant encore 7 mois, je vais avoir le temps de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos questions en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir été en live avec moi. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon réveillon de fin d'année 2022. On se voit en 2023. Ciao.